Si maman ne se souvient plus très bien des choses, personne ne nous reprochera de demander sa mise sous tutelle. Je me suis figée derrière la porte à moitié fermée. Ma valise portait encore l'étiquette du vol que je venais d'annuler pour revenir à cause d'un testament. À l'intérieur, la voix de mon fils Étienne était calme, comme s'il parlait d'impôts, et non pas comme s'il complotait pour priver sa mère de son droit de vivre. Noémie, sa femme, parlait doucement mais distinctement. Maître Caron a dit que si nous déposons le dossier rapidement, elle ne pourra pas retirer les actifs. J'ai serré les clés dans ma main, le froid s'insinuant dans ma poitrine. Le garçon qui, autrefois, me tenait la main pendant une fièvre, murmurait maintenant une idée pour transformer sa mère en une personne impuissante. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mon téléphone, appuyé sur enregistrer, et fermé ma valise. Le vol pour la Floride était reporté indéfiniment, car ce soir, avant qu'ils ne remplissent leur premier formulaire, j'allais réécrire toute cette pièce, et la victime ne serait plus moi. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Mon nom est Hélène Mercier, 65 ans, veuve depuis 6 ans, vivant seule dans une petite maison en bordure de Valmont-sur-Saône, un village tranquille en Bourgogne. J'ai passé ma vie dans les archives départementales de la Côte d'Or. Les gens m'appellent encore Madame Mercier des archives parce que je me souviens où chaque manuscrit, chaque enveloppe, chaque signature vit, comme si chacun avait sa propre âme. Je ne suis pas riche, mais je vis correctement, et j'ai toujours cru que l'honnêteté et l'ordre maintiennent la vie sur une trajectoire stable. J'ai élevé Étienne sur cette croyance que si tu travailles dur et que tu vis droit, tu n'as jamais à mentir à personne. Mais debout derrière cette porte, l'entendant dessiner le plan pour légitimer le dépouillement de la personnalité de sa propre mère, j'ai compris. Il y a des choses que vous pouvez préserver toute votre vie, sans jamais pouvoir préserver le cœur humain. J'ai fait demi-tour avec la voiture. Le GPS affichait toujours l'itinéraire vers l'aéroport, mais je l'ai éteint et j'ai laissé la route me ramener vers la rue de l'Érable, où ma maison se trouve sous de vieux érables, là où tout était autrefois paisible au point d'être ennuyeux. Je me suis garée sous le même arbre que chaque année, l'endroit où Arthur, mon mari, aimait laver la voiture le samedi matin. La différence, c'est que cette année, il est parti depuis 6 ans, et notre fils unique travaille à prendre le reste de moi aussi. Je suis sortie sans verrouiller la portière. Mes pas sur le chemin de pierre sonnaient secs et durs. De la salle à manger provenait un murmure de voix qui se prolongeait dans le bureau. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai regardé à travers une fente de lumière. Étienne était en haut-parleur, les yeux rivés sur une pile de papier. Un nom est apparu clairement. Luc Caron, une voix d'homme, basse, professionnelle, distante. La première étape est de déposer une demande d'évaluation des capacités. S'il y a des notes médicales, c'est encore mieux. Quel âge a-t-elle? 65 ans. Bien. Avec quelques notes sur son comportement, nous pouvons obtenir une tutelle temporaire pour le fil. J'ai senti mon sang se glacer. Chaque battement de cœur était comme un marteau dans mon crâne. J'ai réalisé que ce n'était pas un moment de mauvais jugement. C'était un plan préparé avec des conseils juridiques et un objectif clair, me transformer en une vieille femme sénile pour qu'il puisse contrôler l'argent. J'ai reculé d'un demi-pas et touché le mur pour me stabiliser. La mère en moi voulait entrer et crier « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais je me suis retenue. Non, pas maintenant. Pas sans savoir jusqu'où ils sont allés. J'ai choisi un silence intentionnel. Je me suis déplacée silencieusement vers la cuisine, j'ai ouvert le vaisselier en chêne où j'avais caché un coffre-fort secondaire derrière les étagères à vaisselle. La clé était toujours dans la poche d'un vieil imperméable. Je l'ai insérée, l'ai tournée, et j'ai entendu un petit déclic qui a fait sursauter mon cœur. À l'intérieur se trouvait le testament original d'Arthur Mercier, celui que j'ai toujours gardé caché, ne laissant qu'une copie à Étienne. Arthur avait dit un jour, « Si je ne suis pas là, ne laisse personne signer pour toi, pas même notre fils. Le papier ne dit la vérité que lorsque tu le tiens toi-même. » J'ai sorti l'épaisse enveloppe et j'ai regardé l'écriture familière d'Arthur, la même main qu'il utilisait pour les mots qu'il m'écrivait. Une partie de moi voulait pleurer. L'autre partie n'avait jamais été aussi lucide. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac avec les clés et le téléphone qui enregistrait toujours. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Étienne était toujours au téléphone avec Luc Caron, marchant et griffonnant dans un carnet. Noémie se tenait les bras croisés, les yeux froids comme une étrangère. Je me suis éclipsée comme une ombre si légère que les lattes du plancher n'ont pas parlé. La porte s'est refermée doucement derrière moi, la charnière émettant un petit grincement, mettant un point final au rôle de la douce mère que j'avais essayé de tenir. Dehors, le vent de fin d'hiver de Bourgogne coupait la peau. Je suis montée dans la voiture et j'ai pris une longue inspiration. Sur le siège passager se trouvait la valise non ouverte, des vêtements,
un livre et un billet pour la Floride. J'ai allumé la lumière de l'habitacle et j'ai fixé la date du jour sur le billet. J'ai eu un mince sourire. Non, Hélène, me suis-je dit. Ton voyage n'est pas pour la Floride. Il commence ici même. J'ai démarré le moteur sans allumer la radio. Le bourdonnement dans le silence sonnait comme une promesse. Pas d'explication, pas de supplication, juste de l'action. J'ai traversé le centre-ville, les lumières de Noël scintillaient encore sur les porches, clignotant dans le rétroviseur. Valmont-sur-Saône semblait aussi calme que jamais. Mais pour moi, tout avait changé. Je ne savais pas encore quel serait mon premier geste, seulement que lorsque les gens pensent que je suis faible, c'est là que je dois être plus forte que jamais. Je ne suis pas retournée au motel, et je n'ai appelé personne. J'ai conduit directement aux archives départementales, où j'avais passé plus de 3 décennies. Les gens m'appellent encore Madame Mercier des archives. Là, j'ai appris à lire entre les lignes, et que les preuves parlent toujours si on les préserve correctement. Je me suis garée derrière le vieux bâtiment en briques rouges, j'ai montré ma carte de retraité au gardien et j'ai emprunté un badge visiteur. Il se souvenait encore de moi. Bonjour, Madame Hélène. Vous aimez toujours l'odeur du vieux papier? J'ai juste souri. Dans les magasins, le papier, le bois et la colle à base de pâte se mélangeaient en une odeur qui me ressemblait. Je me suis assise à mon ancien bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai écrit un plan. 1. Photocopier le testament original. 2. Contacter un avocat spécialisé en succession, pas par l'intermédiaire d'Étienne. 3. Examiner tous les changements de compte des 6 derniers mois. 4. Rassembler des preuves, audio, documents, comportements. 5. Rester silencieuse jusqu'à ce que tout soit hermétiquement scellé. J'ai regardé la liste et je me suis demandé quand j'avais commencé à avoir besoin d'une stratégie pour me protéger de mon propre enfant. À côté de moi se trouvait la vieille horloge qu'Arthur m'avait offerte, l'aiguille des heures glissant, lente et régulière. Le vent sifflait aux fenêtres, transportant le froid bourguignon, et j'ai réalisé que je ne tremblais pas du tout. Quand j'ai quitté les archives, le crépuscule avait jeté un or profond sur la ville. J'ai conduit vers l'étang des brumes, l'eau renvoyant une lumière de verre brisé. Je me suis garée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai réécouté le premier enregistrement. La voix d'Étienne était claire et ferme, sans bégaiement. Si maman ne se souvient plus très bien des choses, personne ne nous reprochera de demander sa mise sous tutelle. J'ai fermé les yeux et j'ai senti chaque mot piquer comme des épingles dans ma paume. Puis j'ai souri, le sourire de quelqu'un qui sait que la première preuve est en main. Je me suis dit, à voix basse et égale, « D'accord, Étienne, si tu veux te battre avec des papiers, alors je laisserai les papiers parler pour moi. » J'ai démarré la voiture et j'ai vérifié le rétroviseur. Les lumières de ma maison brillaient au loin, mais cette lumière n'était plus un foyer. C'était la première étape d'un combat que je n'aurais jamais pensé devoir mener. Et je savais que lorsque le matin viendrait, la victime ne serait pas moi. Je suis restée assise quelques minutes de plus, laissant le vent de l'étang s'infiltrer par la fenêtre entr'ouverte. Il portait un froid métallique, une odeur d'humidité, et une vague trace de vieux papier provenant du bâtiment en briques derrière moi. Cette odeur, l'odeur des archives, du temps qui se dépose, m'apaise. Peut-être que ce n'est que dans le monde des documents, des étiquettes et de la chaîne de possession que je me sens entière. Je suis Hélène Mercier, archiviste aux archives départementales de la Côte d'Or depuis plus de 30 ans. Mon travail consistait à garder ce que d'autres appelaient le passé. Des lettres, des testaments, des cartes, des journaux, des choses fragiles qui contiennent des vies entières. À 65 ans, il est amèrement drôle que je doive appliquer cette même méthode à ma propre vie. J'ai pris une longue inspiration et j'ai porté mon sac à l'intérieur. Le couloir du sous-sol était toujours éclairé par des tubes chauds et tamisés, la lumière effleurant les fissures sur le mur comme le grain de la mémoire. J'ai passé la lourde porte en bois avec la plaque en laiton, archives, personnel seulement, maintenant un peu plus sombre. À l'intérieur, la colle à base de pâte et le chêne m'ont accueilli comme un vieil ami. Cet espace n'a pas changé, ordonné, calme, honnête. Pas de faux-semblants ici. Pas de fils parlant de tutelle. Pas de jeune épouse calculant un héritage. Juste du papier, de l'encre et des preuves. Je suis allée à la table du fond, près du meuble, l'endroit où j'avais passé des milliers d'heures à enregistrer des dons. Ma main s'est posée sur le bois, toujours lisse, toujours chaud comme la peau. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe contenant le testament original d'Arthur. Dès que le papier a touché la lueur de la lampe, j'ai eu l'impression qu'il était là, debout derrière moi, me regardant travailler, comme il le faisait autrefois. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, j'ai sorti chaque feuille et les ai disposées dans l'ordre numérique. Au-dessus se trouvaient les notes qu'Arthur avait écrites à la main, que j'avais tapées pour lui en 2016. Il m'avait dit « Nous devons être clairs, Hélène.
Le noir sur blanc est la seule chose qui protège les gens quand les sentiments changent. J'ai relu cette phrase, la poitrine serrée. Sous la rubrique exécuteur testamentaire, mon nom était en gras, noir, droit. Arthur l'avait même souligné en rouge, comme s'il voulait s'assurer que personne, pas même son fils, ne puisse le manquer. Le long de la marge de la dernière page se trouvait une note en biais de sa main, l'encre légèrement tachée. Ne pas accorder la pleine autorité à notre fils sans une évaluation indépendante. Quoi qu'il arrive, Hélène doit avoir l'approbation finale. J'ai posé mes doigts dessus, un léger tremblement au bout de mes doigts. Avait-il vu cela venir des années auparavant? Peut-être qu'Arthur comprenait Étienne mieux que moi. Et moi, la mère qui l'a couvert et a été trop tendre, j'étais la dernière à voir. J'ai fermé les yeux une seconde, puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Copier l'intégralité du testament. Trouver un nouvel avocat indépendant. Vérifier tous les changements de compte des 6 derniers mois. Pas de confrontation, seulement la collecte. Chaque document doit avoir un horodatage et un lieu de stockage. » J'ai posé le stylo et j'ai pris une longue inspiration. Dans ces archives, je n'étais plus une mère trahie. J'étais une gardienne de preuves, comme je l'ai toujours été. Je sais comment traiter la vérité. Numéroter, copier, stocker, sceller. Un document n'a de valeur que s'il est correctement conservé, tout comme la justice n'existe que lorsqu'elle est prouvée par des faits, non par des mots. J'ai allumé le vieux scanner, j'ai aligné chaque page et j'ai écouté son doux grincement. J'ai étiqueté chaque fichier, Testament Arthur original PDF scan par Hélène. Horodatage 20h47. J'ai créé un nouveau dossier sur mon disque dur externe. Journal d'épreuve 1. Dans la description, j'ai tapé « Premier document vérifié, dernier testament original d'Arthur Mercier. Exécutrice Hélène Mercier. Valide jusqu'à révocation. » En bas, j'ai ajouté « Preuve dupliquée par la partie directe. » Pas de tiers. Ces étapes sont une seconde nature maintenant. Chaque mouvement est exact, comme la manipulation d'un don inestimable. Je pouvais entendre mon ancien professeur dans ma tête. La chaîne de possession est la ligne de vie de la preuve. Une seule erreur et la vérité s'effondre. Je ne peux pas faire d'erreur. Pas cette fois. Lorsque l'écran a affiché « Numérisation terminée », j'ai branché une clé USB et j'ai fait une autre copie intitulée « Sauvegarde personnelle ». Puis j'ai utilisé mon téléphone pour prendre des photos du processus, du coin de la table à l'horloge murale, pour créer une preuve secondaire de l'heure et du lieu. Pour chaque photo, j'ai ajouté « Preuve de la chaîne de possession. Hélène Mercier, archives départementales, 12 décembre, 20h53. » Pour la première fois depuis des mois, mon rythme cardiaque semblait régulier et justifié. J'ai regardé autour de moi, étagère après étagère jusqu'au plafond, des boîtes étiquetées par année et par sujet, toutes familières. Je me suis souvenu de centaines de nuits tardives ici, à débattre de la nécessité de réparer une lettre déchirée ou de laisser la marque du temps. Nous disions que la vérité n'a pas besoin d'être belle. Elle a juste besoin d'exister. C'est ce que je fais maintenant. Préserver une vérité que mon propre fils essaie de déformer. J'ai vérifié l'horloge. Après 21h, la sécurité allait bientôt fermer. J'ai mis l'original dans une pochette étanche à l'humidité, les sceller et les glisser dans mon sac. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai écrit une nouvelle note. 12 décembre, première étape terminée. Preuve originale dupliquée. Aucune notification envoyée. Je l'ai relu et j'ai verrouillé l'écran. À la porte, je me suis retournée pour un dernier regard sur le cadre en bois sombre. Je me suis souvenu de mon premier jour. Arthur avait apporté une boîte à déjeuner et avait dit « Tu as bien choisi. Personne ne protège le passé comme toi. » À l'époque, je pensais qu'il parlait de vieilles lettres ou de peinture à l'huile. Je ne savais pas que 30 ans plus tard, je protégerais mon propre passé des mains de la personne que j'ai mise au monde. J'ai éteint les lumières et je suis entrée dans le couloir. Mes talons claquaient, calmes et réguliers. Au bout, la vitre montrait une petite femme au dos droit, aux cheveux gris et aux yeux vifs. Peut-être que vieillir ne signifie pas s'affaiblir. C'est avoir moins peur. L'air froid m'a frappé quand j'ai poussé la porte, mais je n'ai pas relevé mon col. Le vent m'a éclairci les idées. Sur les marches, j'ai regardé ma voiture sous l'érable, le lampadaire. Dorant le capot. J'ai réalisé que je ne me sentais plus vieille, petite ou menacée. J'avais un plan, un chemin. Surtout, j'avais une vérité sous bonne garde, processus correct, règles écrites, exactement comme le ferait une véritable archiviste. Je suis descendue, j'ai ouvert la voiture, j'ai posé le sac avec précaution et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, le bâtiment en briques s'est réduit à une épingle de lumière chaude dans la brume bourguignonne.
J'ai parlé doucement à moi-même, ou peut-être à Arthur. Ne t'inquiète pas, je me souviens encore de la procédure. Et j'ai conduit vers les lumières devant moi, où l'étape suivante m'attendait. En rentrant, j'ai mis le chauffage et j'avais encore froid. Pas à cause du vent nocturne de Valmont-sur-Saône ou des premiers flocons qui tapaient sur la vitre, mais à cause de la vérité qui se formait dans mon esprit, la vérité que j'aurais dû voir depuis longtemps. Quand on est trahi, le premier choc ne vient pas des mots. C'est de réaliser que tous les signes avant-coureurs étaient là, et que vous avez choisi de regarder ailleurs. Je me suis souvenu des mois qui ont suivi la mort d'Arthur. Étienne venait d'être promu. Noémie ouvrait une boutique d'articles pour la maison. Il venait souvent, apportant de la nourriture, des fleurs et une attention parfaitement synchronisée. Je pensais que c'était de l'amour. En y repensant maintenant, chaque geste était un test calculé. La première chose étrange fut qu'Étienne a changé de comptable de son propre chef. Notre ancien, Monsieur Martin, s'était occupé de la famille pendant plus de 2 décennies. Un après-midi, Étienne est arrivé avec un sourire poli, a posé un dossier sur la table et a dit doucement « Maman, je pense que Monsieur Martin est trop vieux. Il fait sans cesse des erreurs. Je connais un cabinet plus jeune qui est rapide. Signe juste ici. C'est seulement pour changer l'adresse de facturation. » J'ai signé, sans lire attentivement. J'ai même plaisanté, tu prends vraiment soin de moi. Je ne savais pas que cette signature ouvrait la porte à Étienne pour contrôler les comptes joints. Après cela, tous les avis d'imposition et les relevés bancaires allaient dans une boîte de réception qu'Étienne avait créée pour maman. Je n'ai pas insisté. J'étais fatiguée de trier les affaires d'Arthur et je n'avais pas le cœur à me plonger dans des chiffres froids. Puis, un jour, j'ai découvert que la taxe foncière était en prélèvement automatique. Je ne l'avais jamais autorisée, mais la facture indiquait « prélèvement automatique initié par une partie autorisée ». Quand j'ai appelé le service des impôts, l'employé a demandé « Madame Mercier, c'est bien votre fils, n'est-ce pas ?» Il a envoyé une autorisation notariée. Nous pensions que vous étiez au courant. Je ne me souvenais pas avoir signé quoi que ce soit. Au lieu de creuser, j'ai eu un rire faible. J'ai dû oublier. Je me suis dit qu'Étienne voulait juste aider. Maintenant, je vois chaque explication comme des éclats de miroir reflétant le plan entier. Environ 6 mois plus tard, Noémie a commencé à m'inciter à utiliser un service de soutien à la mémoire. Du miel dans sa voix, tu sais, à ton âge, tout le monde a besoin de petits rappels. Nous voulons juste que tu sois à l'aise, sans avoir à te souvenir de trop de choses. Ils ont envoyé une jeune femme qui se disait coordinatrice de soins pour personnes âgées. Elle notait tout, médicaments, rendez-vous, même mes heures de promenade. Je me sentais étouffée, mais par politesse, je l'ai laissé faire. J'ai appris plus tard que chaque note était directement transmise à Étienne, un rapport d'observation comportementale bien ordonné. Noémie était plus subtile. Elle a installé une application de rappel de pilules sur mon téléphone, pour t'aider à ne pas oublier. Bientôt, j'ai remarqué que le compte était lié à son adresse e-mail et qu'elle détenait le mot de passe. Quand j'ai demandé, elle a ri. Ne t'inquiète pas, je me souviens mieux que toi. J'ai ri aussi. Ce rire facile de quelqu'un qui pense encore être en contrôle. Je ne savais pas que ces piluliers seraient plus tard utilisés pour prouver des signes d'oubli. Un soir d'automne l'année dernière, Étienne a apporté une brochure brillante pour une résidence pour seniors. Il l'a posée, la voix si douce qu'elle en paraissait fausse. Jette un coup d'œil, maman. Ils ont des jardins, une salle de lecture, même du yoga. Nous pensons que tu serais peut-être plus heureuse avec des amis de ton âge. Je me souviens être restée silencieuse. Les photos montraient des seniors souriant sur une pelouse verte, un soleil mielleux. Leurs yeux étaient vides. Je n'aimais pas ça. Étienne a pris mon silence pour un accord. J'ai tourné les pages, j'ai senti l'encre épaisse, et je l'ai refermée. À l'époque, je croyais encore que c'était juste une sollicitude excessive. Mais le dernier dîner avant mon vol, la nuit que je pensais ordinaire, fut le signe le plus clair. Noémie a cuisiné un jambon braisé au vin. Étienne a mis du jazz, comme une soirée familiale chaleureuse. Seule la conversation a pris une tournure étrange. « Tu te souviens quel jour on est ?» a demandé Noémie légèrement. Jeudi, si je ne me trompe pas, oh non, on est mardi. Étienne a gloussé. « Maman, tu te mélanges beaucoup ces derniers temps. » J'ai ri avec eux, mais j'ai eu l'impression qu'une porte se fermait. Maintenant je sais qu'ils testaient, enregistraient mes réactions, chaque regard et chaque réponse. Pour que, des semaines plus tard, ils puissent l'utiliser comme preuve. Je n'étais pas en colère alors, juste fatiguée. Fatiguée par les années de solitude, par la vie qui perdait son rythme. Arthur partit. J'ai ralenti, et eux, les jeunes, ont assimilé la lenteur à l'incapacité.
J'ai pensé, laisse les enfants s'occuper de moi. C'est bien. Maintenant, sous les lampadaires, dans le rétroviseur, je vois comment chaque petit acte s'est enchaîné au suivant, comme les maillons d'une chaîne destinée à me retenir. Quand je suis rentrée, j'ai allumé la lumière de la cuisine et j'ai sorti le carnet en cuir marron qu'Arthur m'avait offert pour ma retraite. J'ai posé le stylo et j'ai écrit comme si je rédigeais un rapport d'incident. Mars, Étienne change de comptable et crée une adresse e-mail pour recevoir les factures lui-même. Mais, le prélèvement automatique de la taxe foncière apparaît sans ma signature. Juin. Noémie installe une application de rappel de médicaments et garde le mot de passe. Août. Étienne présente une résidence pour seniors. Octobre. Au dîner, ils essaient de m'induire en erreur sur le jour de la semaine. J'ai ajouté l'heure, le lieu, les personnes impliquées, leur façon de parler, même le ton. J'avais fait des centaines de rapports comme celui-là tout au long de ma carrière. Chaque fois qu'un artefact était déplacé ou qu'un document était endommagé, j'écrivais une description détaillée. Maintenant, je constituais un dossier sur l'érosion de la confiance. J'ai écrit jusqu'à près de minuit, la lampe de bureau éclairant des pages remplies de mots. Ma main me faisait mal, mais mon esprit était étrangement clair. Pour la première fois depuis des années, je n'écrivais pas un journal. J'écrivais une preuve. Quand j'ai fermé le carnet, j'ai regardé la dernière ligne. Ce n'est pas du soutien. C'est une mise en scène scénarisée pour une procédure de capacité diminuée. J'ai relu les mots. Ils faisaient mal, mais ils étaient exacts. Étienne n'était plus seulement un fils maladroit essayant de contrôler sa mère. Il était conseillé, assisté par un avocat, planifié. Noémie n'était plus une belle-fille sourde. Elle était un témoin, une collectrice de données. Je me suis adossée à la chaise, écoutant le tic-tac de l'horloge. Dans la pénombre, la maison semblait différente. Plus un refuge, mais une scène silencieuse. Je savais que j'avais besoin de ce qu'un archiviste a toujours, un modèle d'action. Pas d'émotion, seulement une procédure. Pas de hâte, seulement l'enregistrement et la vérification. J'ai tiré une feuille blanche du tiroir et je l'ai insérée dans la vieille machine à écrire, celle qu'Arthur utilisait pour m'écrire des lettres d'amour. Les touches frappaient lentement, chaque lettre apparaissant sur la page. Plan de protection, H. Mercier. En dessous, j'ai listé les prochaines étapes. Collecter toutes les données électroniques. Contacter à nouveau le service des impôts pour confirmer les autorisations. Créer des copies horodatées de chaque document. Pas de confrontation directe. Ne rien dire qui pourrait être enregistré et utilisé. J'ai fini de taper, j'ai retiré la page, je l'ai pliée en 3 et je l'ai glissée dans une enveloppe scellée. Sur le devant, j'ai écrit à la main, premier scellé, 13 décembre. Quand j'ai placé l'enveloppe dans le coffre-fort, un calme s'est répandu dans ma poitrine. Je n'étais plus la mère qui pleurait derrière une porte. J'étais redevenue moi-même, une archiviste qui sait comment préserver la vérité, même quand la vérité fait mal. Dehors, le vent sifflait à travers les joints de la fenêtre. Je me suis levée, j'ai éteint les lumières et je n'ai laissé que la petite lampe dans le coin, la lueur jaune pâle se reflétant sur notre vieille photo de mariage, Arthur et moi. Il souriait, et je penchai la tête, tenant un bouquet de lys blanc. J'ai murmuré, « Tu vois, mon amour ? Finalement, je fais toujours mon travail. » Seulement cette fois, le sujet en cours de préservation est ma propre vie. J'ai verrouillé la fenêtre et tiré les rideaux. Dans cette petite maison, il n'y avait plus de larmes. Seulement le doux bruissement du papier, le son d'une femme qui commençait sa contre-attaque. Une ligne, une preuve à la fois. Jamais je n'aurais pensé voir le jour où je devrais feindre la confusion. J'ai passé ma vie avec des choses qui exigent une précision jusqu'aux chiffres et à la virgule. Et pourtant, je devais maintenant m'exercer à oublier, à faire intentionnellement des erreurs, à laisser les choses en désordre pour convaincre mon propre fils que sa mère glissait vers les bords sombres de la vieillesse. Le lendemain matin, je me suis rendue dans une petite boutique d'électronique au coin de la rue de la République. Le jeune vendeur m'a regardé, poli mais un peu hésitant quand il a entendu ma question. Avez-vous un enregistreur vraiment petit et qui ne BIPE pas quand il démarre ? Il m'a tendu un mini-enregistreur, pas plus gros qu'un pouce, noir mat avec une coque en métal froid. Celui-ci fonctionne environ 4 heures, et l'audio est assez clair. C'est facile. Il suffit d'appuyer et de maintenir pendant une seconde. J'ai hoché la tête, j'ai payé en espèces et je n'ai laissé aucune information de membre. En sortant, j'ai eu l'impression d'avoir un deuxième cœur dans la poche de mon manteau. Petit, silencieux, toujours à l'écoute. Je l'ai testé dans la voiture, j'ai appuyé et maintenu, j'ai vu la lumière rouge clignoter une fois et disparaître. Parfait. Pas de bip, pas de lumière supplémentaire, seulement le silence. Exactement ce dont j'avais besoin.
Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre en scène l'oubli. J'ai laissé le couvercle de la bouilloire entrouvert, juste assez pour que la vapeur embue la cuisinière. J'ai posé une enveloppe non ouverte au milieu de la table de la salle à manger, à côté d'un mot croisé à moitié fini avec quelques mauvaises réponses, un stylo sans capuchon roulant sur le bord. J'ai même oublié d'allumer le chauffage, si bien que la maison gardait un léger frisson, le genre qui fait penser à quiconque entre une vieille dame distraite a oublié le thermostat. J'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière d'hiver, assez vive pour que ma caméra cachée dans le vaisselier puisse tout capter. La maison avait maintenant exactement l'apparence qu'il voulait m'imaginer. Une mère solitaire qui commençait à perdre pied. Avant de quitter la cuisine, j'ai glissé le mini-enregistreur dans une couture de mon cardigan en laine grise, juste là où se trouvait autrefois un vieux point de couture. Une légère inclinaison, et le micro pointait vers l'extérieur. J'ai essayé de me tenir debout, de m'asseoir, de me pencher, de bouger. Aucun bruit. Bien. Puis j'ai laissé la porte déverrouillée, comme Étienne me le reprochait souvent. Maman, tu oublies tout le temps de fermer la porte à clé. C'est dangereux. Cette fois, j'oublierai encore, pour une raison très claire. À 10h20 précise, la voiture d'Étienne s'est arrêtée. J'étais assise à la table de la salle à manger, enveloppée dans une épaisse robe de chambre, les cheveux vaguement attachés, les lunettes glissant sur mon nez. La télévision diffusait une vieille émission à un volume très bas. La porte s'est ouverte. Maman. Sa voix était douce, un peu forcée. Dans la cuisine, mon chéri, ai-je répondu, la voix lente et légèrement rauque, juste assez naturelle. Il est entré avec un sac en papier brun, l'odeur de soupe chaude remplissant la pièce. Je t'ai apporté de la soupe de poulet. C'est Noémie qui l'a faite. As-tu mangé? Pas encore. J'ai oublié. J'ai regardé par la fenêtre. Il a souri. Je reconnais ce regard. Moitié pitié, moitié évaluation. Étienne observe de la manière dont un homme évalue un produit. Je l'ai laissé voir tous les signes dont il avait besoin. Lente, distraite, un peu confuse. Il a posé le sac, a versé la soupe dans un bol. J'ai tendu la main sur la table exprès et j'ai fait tomber une cuillère. Le métal a heurté le carrelage avec un bruit sec. J'ai eu un petit rire, j'ai secoué la tête. Tu vois, je suis maladroite. Ce n'est pas grave, maman. C'est pour ça que je suis passée, a-t-il dit en souriant. Quand nous nous sommes assis, il a commencé exactement comme je m'y attendais. Comment as-tu dormi, maman? Bien, certains matins je me réveille tôt et puis j'oublie ce que je voulais faire, ai-je dit en évitant son regard. Il a hoché la tête, ses yeux se posant sur sa montre. Tu te souviens de la lettre d'assurance que je t'ai envoyée la semaine dernière? Celle marquée « Renouvellement de police » Peut-être que je l'ai mise quelque part, ai-je dit en penchant la tête et en regardant autour de moi. Ici, a-t-il dit, sortant une enveloppe de sa poche comme un tour de magie. Je l'ai trouvée sur la table. Je peux te la lire. Juste une petite formalité. J'ai souri. Juste une petite formalité, était exactement le signal que j'attendais. Merci. Mes yeux ne sont pas très bons. Les caractères sont minuscules. Il a lu. J'ai capturé chaque phrase dans mon esprit comme un scanner. Il a lu les parties concernant l'ajout d'un cogérant des actifs et l'autorisation de représentation au nom du propriétaire en cas de signe de déclin cognitif. Son ton était égal, comme si c'était évident. Quand il a arrêté, j'ai demandé doucement, en feignant l'hésitation. Alors, tu dis que je suis sur le point de ne plus avoir l'esprit clair. Non, maman. Je veux juste être préparée. À cet âge, tout le monde devrait l'être. Noémie et moi ne voulons que ce qui est le mieux pour toi. Sa voix était aussi douce qu'une couverture d'hiver, mais chaque mot frappait plus froid que la glace. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre où la neige dérivait devant la véranda. J'ai murmuré, presque pour moi-même. Quel jour on est déjà? Étienne n'a pas manqué une miette. Mercredi, maman. Oh, je croyais que c'était vendredi, ai-je dit avec un sourire timide, faisant semblant d'oublier. Ce n'est pas grave, a-t-il répondu. C'est pourquoi j'ai pensé à un endroit où tu serais mieux prise en charge. Mieux prise en charge. Cela sonnait à la fois comme de l'amour et un verdict. Il a commencé à décrire un établissement avec un jardin thérapeutique, de la musique, des cours de cuisine, des discussions pour seniors. Sa voix était stable, presque comme s'il lisait une brochure. J'ai hoché la tête, l'air absent. J'ai encore fait tomber la cuillère. Étienne s'est penché pour la ramasser, sa voix légère comme l'air. Tu vois, tu as besoin d'aide. Là-bas, il y a du personnel 24 heures sur 24. J'ai regardé mon fils, le sourire doux, les manières tendres. En dessous,
j'ai vu le calcul bien entraîné. Ils n'attendaient pas que leur mère vieillisse. Ils construisaient la preuve pour la faire vieillir plus vite. Après le déjeuner, Étienne a rangé la vaisselle comme un fils modèle. Je te laisse plus de soupe dans le frigo. Mange-la dans les prochains jours. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être émue, j'ai touché sa main et j'ai dit doucement, je suis reconnaissante, mon chéri. Repose-toi, je m'occupe de tout. J'ai croisé son regard, calme. Pas de colère, pas de reproche. Je savais que j'avais capturé toute la performance. Quand la porte a cliqué, je suis restée assise, écoutant la voiture s'éloigner. Ce n'est que lorsque le calme s'est installé que je me suis levée, j'ai sorti le minuscule enregistreur de mon cardigan et j'ai regardé la lumière clignoter 3 fois. Enregistrement terminé. Je l'ai branché sur l'ordinateur portable, j'ai téléchargé le fichier, j'ai réécouté quelques passages. Sa voix résonnait clairement, mot pour mot. Mercredi, maman. Là-bas, il y a du personnel 24 heures sur 24. J'ai enregistré le fichier sous le nom Déjeuner proposition de déménagement.mp3. Ensuite, j'ai ouvert le logiciel de cryptage que Marisol m'avait installé à l'époque du musée. J'ai créé un nouveau dossier, Journal d'épreuve 2. J'ai téléchargé l'audio avec cette note, interlocuteur, Étienne Mercier. Lieu, résidence privée, Valmont-sur-Saône. Heure, 12h14, 14 décembre. Contenu, proposition de déménagement et confirmation des indicateurs de déclin de la mémoire. Puis j'ai défini un mot de passe que seul moi connaîtrais, une chaîne liée à la seule date que personne ne pourrait deviner. Le jour où Arthur m'a demandé en mariage. Je suis restée assise tranquillement pendant un moment, regardant le mince soleil s'incliner à travers la fenêtre, éclairant la trace laissée par le bol de soupe chaude. Tout semblait paisible, mais à l'intérieur de cette maison, je savais que j'avais activé la chaîne de possession que j'avais maîtrisée toute ma vie, maintenant utilisée pour me protéger. J'ai parlé à personne d'autre qu'à moi-même, juste assez fort pour entendre « Tu veux me tester, Étienne ?» J'ai archivé des milliers de documents dans ma vie. Pensais-tu que j'oublierais comment en stocker un de plus? Dehors, la neige continuait de tomber. Je me suis levée, j'ai versé le reste de la soupe dans l'évier, la vapeur embuant la vitre. Puis j'ai essuyé chaque goutte, ne laissant que le calme. Quand j'ai eu fini, j'ai éteint la lumière de la cuisine, je me suis retournée et j'ai souri, le sourire d'une mère qui venait de terminer le premier coup dans un jeu que son fils ne savait pas qu'il jouait. J'ai passé toute la soirée à regarder des fichiers audio, des notes et la liste de tâches étalées sur la table de la cuisine. La lampe chaude donnait à la pièce l'air d'une petite salle d'audience, sauf que le juge, le témoin et l'accusé étaient tous les gens que j'aimais le plus. Je savais que je ne pouvais pas me battre seule. J'avais besoin de quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui connaissait la loi mieux que moi et qui ne laisserait pas les sentiments brouiller les lignes. Le nom m'est venu immédiatement, Marisol Leduc. Marisol avait été l'avocate externe du musée où j'ai travaillé pendant plus de 3 décennies. Elle était spécialisée dans les donations contestées, des cas où de vieux documents pouvaient déplacer des millions d'euros. Je me souvenais d'elle clairement, grande, cheveux noirs, un regard sévère avec un fil de chaleur. Nous avions fait équipe sur une affaire compliquée en 2009, et elle m'avait appris à lire les clauses juridiques comme une partition de musique. Garder le tempo, entendre le sous-texte, et ne laisser personne jouer une fausse note. J'ai pris le téléphone, j'ai trouvé son numéro dans mon carnet jauni. J'ai appelé, mais je suis tombée sur sa messagerie vocale. Vous êtes bien chez Marisol Leduc, cabinet Leduc et associés. Veuillez laisser un message. J'ai inspiré et j'ai gardé ma voix égale. Bonjour Marisol, c'est Hélène Mercier. J'ai besoin de vous parler en privé et de manière urgente. Ce n'est pas lié au musée, mais cela concerne un testament. Je sais que vous comprendrez. S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai raccroché et je suis restée assise. En moins de 15 minutes, le téléphone a vibré. Sa voix était basse et stable. Hélène, ça va? Vous n'avez pas l'air tout à fait vous-même. Ça va, mais j'ai besoin de vous voir le plus tôt possible. Demain, 15 heures. Je viendrai chez vous. J'ai expiré. Une réponse courte, et je savais qu'elle comprenait et me croyait. Le lendemain, je me suis levée tôt, j'ai fait du café et j'ai mis la table. Je ne voulais pas que la maison soit trop bien rangée. J'ai laissé quelques papiers dépliés, quelques carnets ouverts, comme s'il s'agissait d'une simple rencontre informelle, pas d'une session de stratégie pour protéger ma vie. À 14h50, une berline noire s'est arrêtée au bord du trottoir. Marisol est sortie, démarche rapide, manteau en laine anthracite, mallette à la main. Ses yeux étaient les mêmes, froid en surface, chaud en dessous. « Madame Hélène » a-t-elle dit avec un petit sourire. « Ça fait longtemps. » « Oui » ai-je répondu en ouvrant la porte. « La dernière fois,
c'était peut-être pour l'inauguration de la galerie égyptienne, et maintenant il semble que c'est vous l'artefact qui a besoin de protection. La demi-plaisanterie m'a fait rire. Nous nous sommes assises à la table de la salle à manger. Je n'ai pas divagué, j'ai juste glissé le mini-enregistreur et le testament original d'Arthur Vérel. Marisol a ouvert sa tablette, a branché des écouteurs et a écouté l'intégralité de l'enregistrement. J'ai regardé par la fenêtre pendant que la voix de mon fils jouait, chaude, lente, chaque mot doux au point d'être faux. Quand le fichier s'est terminé, elle a enlevé les écouteurs et a croisé les mains. « Je comprends », a-t-elle dit. « Vous avez une preuve audio et le testament original. Cela nous donne un avantage. Je ne veux pas me battre, Marisol. Je veux juste garder mon autonomie. Et c'est exactement ce que nous allons faire. » Elle a sorti des formulaires vierges, un stylo, un seau de sa mallette, et a parlé comme si elle lisait des ordres. Premièrement, révoquer la procuration d'Étienne. Je vais la rédiger maintenant. Ensuite, nous mettrons à jour le testament, vous nommant unique exécutrice testamentaire. Enfin, nous informerons le registre des testaments des changements. J'ai hoché la tête, sans l'interrompre. Chaque mot était un barreau de l'échelle que je devais grimper pour sortir du trou qu'Étienne creusait. Marisol a ouvert son ordinateur portable. Ses doigts étaient rapides alors qu'elle expliquait. Je vais créer une archive dédiée sur votre machine nommée Hélène Légale Privée. Dedans, je mettrai en place un système de versions et de journaux. Chaque modification aura un horodatage, un éditeur et un lieu de stockage. Personne ne pourra rien altérer sans laisser de traces. J'ai souri. Comme une chaîne de possession au musée. Exactement. J'ai appris ça de vous, a-t-elle dit, à moitié taquine. Elle a terminé un formulaire et me l'a glissé. Révocation de procuration pour Étienne Mercier. J'ai lu chaque ligne attentivement. Je, sous-signé Hélène Mercier, saine d'esprit, révoque par la présente toute autorité de représentation légale précédemment accordée à Étienne Mercier, à compter de ce jour. En dessous se trouvait la ligne de signature et le sceau du notaire, Marisol Leduc. J'ai pris le stylo. La pointe a tremblé, mais j'ai signé de manière décisive. Marisol a retourné le sceau et a apposé un clic net. Une marque rouge ronde a fleuri sur la page, comme les anciens sceaux que je restaurais autrefois. Fait, a-t-elle dit. À partir de maintenant, Étienne n'a plus aucune autorité sur vos biens ou vos décisions médicales. Je suis restée silencieuse un moment, sentant une corde invisible se desserrer de mon cou. Je me demandais seulement, un petit tampon peut-il arrêter une tempête? Pensez-vous que ce clic était juste pour Hélène? J'aimerais vraiment connaître votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Marisol a ouvert son carnet et a continué. Nous avons besoin d'une défense à 3 niveaux. Juridique, médical, financier. Elle a levé 3 doigts. 1. Juridique, révoquer et rétablir toutes les procurations. Mettre à jour le testament. 2. Médical, obtenir une lettre indépendante de capacité cognitive. 3. Financier, réconcilier chaque compte. Assurer la documentation de chaque transaction. Avec ces 3 éléments, a-t-elle dit, ils ne pourront pas vous toucher. Pas avec une seule signature. J'ai hoché la tête. Comme 3 barrières autour d'un artefact inestimable. Exactement. Vous comprenez toujours vite. Elle a poursuivi. Je veux aussi que vous mettiez en place des sauvegardes doubles, une dans le cloud crypté, une sur une clé USB sécurisée. Cette clé USB sera scellée et déposée dans un coffre-fort de banque. Je vous aiderai à ouvrir un compte dédié. Personne d'autre ne pourra y accéder. Elle m'a tendu une petite clé USB argentée gravée L et A. Ne la gardez pas ici. Étienne peut arriver à tout moment. Le métal était froid dans ma paume. À ce moment-là, pour la première fois, je n'avais pas peur. À 16h30, Marisol a fermé son ordinateur portable et a versé plus de thé. Regardant par-dessus le bord de sa tasse, sa voix s'est adoucie. Hélène, à partir de maintenant, chaque communication, email, SMS, papier, a besoin d'horodatage et de copie. Ne dites rien en off. D'accord, compris. Je faisais ça avec les artefacts des donateurs. Maintenant, je l'appliquerai à mon fils. Nous avons toutes les deux ri, mais cela ne faisait que masquer une profonde tristesse. Marisol le savait aussi. Pour survivre, je devais être une observatrice, pas une mère. Avant de partir, elle a écrit quelques lignes finales, a déchiré la page et me l'a tendue. Lundi prochain, 10h, réconciliation bancaire. Apporter le testament, la révocation de la procuration et une pièce d'identité. J'ai plié le papier dans mon portefeuille.
Elle s'est levée, a enfilé son manteau. Je vais rédiger la lettre pour le service de la publicité foncière. Ils l'auront demain. Restez stable. Tout va dans le bon sens. Merci, Marisol. Merci de m'avoir fait confiance. Tout le monde ne peut pas se défendre lorsque l'attaque vient de la famille. Je l'ai regardé partir, les cheveux noirs sur ses épaules, la démarche décisive. Quand sa voiture a tourné au bout de la rue, les phares ont balayé la neige et ont laissé une traînée de lumière qui s'est évanouie. La maison est redevenue silencieuse. Je me suis assise et j'ai regardé le seau rouge encore humide, petite encre, assez forte pour bloquer tout un stratagème. J'ai écrit une dernière ligne dans le coin. Deuxième scellé, 15 décembre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un dossier nommé « Révocation légale » et j'ai enregistré tous les scans. Dans les notes, j'ai tapé « Révocation de procuration pour Étienne Mercier, vérifié par Maître Marisol Leduc. Chaîne de possession. Intact. Habitude d'archiviste. » Je ne saute pas les détails, même dans ma façon d'annoter. Quand j'ai eu fini, j'ai branché la clé USB, j'ai tout copié, je l'ai glissé dans une enveloppe argentée et je l'ai thermoscellé. Sur le devant, j'ai écrit « Sauvegarde 01, preuve stockée, signé Hélène, monsieur la lumière du porche s'est estompée. » J'ai préparé une camomille et j'ai regardé la fenêtre. La neige couvrait la clôture. Le coucher de soleil baignait le quartier d'un or pâle, paisible au point d'être absurde. Personne ne savait que dans cette petite maison, une guerre silencieuse commençait, et que celle qui tenait l'arme était une veuve de 65 ans, les mains tremblantes, mais l'esprit aussi vif qu'une lame. J'ai siroté, laissant la chaleur toucher mes lèvres. Sur la table se trouvait le testament original d'Arthur, à côté de la révocation de procuration estampillée. J'ai pris une photo et j'ai murmuré, presque à voix basse, « Arthur, tu serais fier. Cette fois, je ne laisserai personne signer pour moi. » Dehors, le vent grattait les érables nus. À l'intérieur, je me sentais au chaud, la chaleur d'une femme qui a cessé d'essayer d'être la bonne mère et a commencé à être la gardienne de ses propres clés. 3 jours après ma rencontre avec Marisol, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. La neige était plus épaisse, blanchissant les toits des voisins et le chemin étroit menant au garage. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière du matin rebondir sur une fine couche de glace. La lourdeur en moi avait disparu. Chaque plan s'empilait soigneusement, comme les boîtes d'archives que j'avais l'habitude d'étagérer au musée. Ce matin-là, j'ai appelé le cabinet du docteur Antoine Chevalier. Il est mon médecin de famille depuis près de 10 ans. Il a soigné Arthur dans ces dernières années. Un homme de peu de mots, prudent, avec une mémoire remarquable. Je suis restée brève. « Docteur Chevalier, j'aimerais prendre rendez-vous pour une évaluation cognitive complète. Pour mes dossiers personnels. » Il a été un peu surpris, mais n'a pas posé de questions. « Ce vendredi, 10 heures. Avez-vous besoin que je vous envoie un modèle à l'avance ? » Pas besoin. Je connais bien le processus. Je l'ai entendu rire doucement au téléphone. Toujours aussi méticuleuse. D'accord, Hélène. J'aurai le rapport prêt. Et je ferai venir 2 témoins pour signer. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que mes mains avaient cessé de trembler. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que tout commençait à se mettre en ordre, comme si je rangeais ma propre vie dans une archive. Je suis arrivée 10 minutes en avance au rendez-vous. Le petit cabinet se trouvait dans une rue calme, à côté d'un fleuriste. À l'intérieur, l'odeur de désinfectant se mêlait à celle du café de la machine automatique à l'accueil. J'ai rempli les formulaires, ne laissant rien en blanc. Quand je suis entrée dans la salle, le docteur Chevalier a levé les yeux d'un dossier et a souri gentiment. Je suppose qu'Étienne n'est pas au courant de ça. Non, ai-je dit. Et j'aimerais que ça reste ainsi. Il a immédiatement hoché la tête, comprenant. Aucune autre explication n'était nécessaire. L'évaluation a duré près d'1 heure et demie. Il m'a demandé de réciter des chiffres à l'envers, de décrire des formes, de me souvenir de listes de mots aléatoires, de raconter des événements récents. J'ai répondu lentement, précisément, sans me presser. Il est passé à des tâches logiques et à des questions spatiales. Quand il m'a demandé de dessiner un plan de ma maison, j'ai esquissé la position exacte de chaque pièce, de chaque fenêtre, et même l'endroit où le soleil de l'après-midi tombe dans la cuisine. Le docteur Chevalier a souri, hochant la tête. Si quelqu'un dit que vous êtes diminué, je veux savoir sur quoi il se base. À la fin, il a signé l'évaluation, l'a tamponnée, puis a fait entrer 2 témoins de l'extérieur. L'infirmière en chef et la secrétaire médicale. Elles ont lu l'intégralité de la conclusion avant de signer. Aucune preuve de perte de mémoire, de désorientation ou de capacité diminuée. Évaluation. Alerte,
cognition complète, jugement et mémoire stable et appropriée pour l'âge. Il a agrafé les papiers et me les a tendus. Vous devriez garder ça en sécurité. C'est votre premier mur, Hélène. Je savais ce qu'il voulait dire. Le premier mur était la preuve légale de ma capacité. Cela bloquerait toute demande de tutelle temporaire qu'Étienne pourrait essayer de déposer. De retour à la maison, j'ai accroché mon manteau au crochet et j'ai posé le sac de documents sur la table. La lumière de l'après-midi entrait en biais par la fenêtre et se reflétait sur la surface en bois où j'avais déjà disposé les dossiers, les enregistrements, la révocation de la procuration et le testament original. J'ai ouvert une armoire et j'ai sorti 2 vieilles boîtes à documents, du genre que j'utilisais au musée, et j'ai commencé le travail familier, trier et indexer. J'ai rassemblé tous les reçus, les emails imprimés, les relevés bancaires et mes notes manuscrites, chacun étant une preuve de conduite cohérente. Une personne perdant la raison ne pourrait pas stocker, annoter et systématiser des dizaines de documents avec ce genre de logique. Je les ai divisés en 3 groupes. Juridique, procuration, testament, papier notarié, lettre de confirmation de Marisol. Médical, dossier du docteur Chevalier, ordonnance, résultats de test, évaluation cognitive. Personnel, lettres, reçus, carnet, agenda de travail, notes sur les dépenses et les transactions. J'ai étiqueté chaque ensemble avec des onglets de couleur, rouge, bleu, jaune. Tout comme je classais les artefacts de guerre, clairs, vérifiables et impossibles à mélanger. Au crépuscule, j'ai allumé le scanner. Son bourdonnement de démarrage familier battait régulièrement comme un cœur. J'ai tout numérisé, attribuant à chaque fichier son propre code de document et son horodatage par ordre de date. 2025-12-18 MED Chevalier évaluation.pdf. 2025-12-15 LEG Le Duc révocation procuration.pdf. 2025-12-18 Père reçu lot 1.pdf. J'ai créé un guide descriptif avec des notes, un instrument de recherche pour ma propre vie. Objet et portée. Archives visant à démontrer la clarté, la logique et le comportement autonome du sujet, Hélène Mercier. Quand j'ai eu fini, l'écran affichait près de 70 fichiers. Je me suis assise et j'ai regardé les lignes de texte bien rangées. Chacune était une preuve de mon existence, non seulement en tant que mère, mais en tant que personne juridique pleinement compétente. J'ai tout déplacé dans le dossier Hélène Légale Privée, que Marisol m'avait aidé à créer. Puis j'ai téléchargé le certificat numérique du docteur Chevalier et je l'ai joint à l'évaluation. Le système a affiché « Signature numérique vérifiée ». Docteur Antoine Chevalier, MD. J'ai souri. La lueur du moniteur se reflétait sur mes lunettes, scintillant comme du métal sur un seau rouge. Ensuite, j'ai envoyé un email à Marisol. Sujet simple. Objet, évaluation cognitive terminée. Pièce jointe, évaluation certifiée PDF. Message, ci-joint le rapport d'examen cognitif, certifié avec témoin. Sauvegardé dans le dossier privé. Poursuite avec la réconciliation financière. HM. Après l'envoi, j'ai ajouté une ligne à mon journal. 18 décembre, 2e couche de défense, médicale, terminée. Ce soir-là, j'ai rangé le bureau. Les dossiers étaient soigneusement rangés dans des boîtes en plastique transparent. J'ai mis une grande étiquette à l'extérieur. Archive. Hélène Mercier. Preuve de capacité. Sur le couvercle, j'ai ajouté avec un marqueur indélébile, chaque fichier est une brique dans le mur contre l'image de la mère oublieuse. Je l'ai lu à voix haute. Cela sonnait comme un vœu. Vers 20h, Marisol a envoyé un SMS. Reçu. Excellent, Hélène. Je n'ai jamais eu un client qui archive son propre cas aussi minutieusement. J'ai répondu, juste une habitude du travail. Gardez cette habitude. Un jour, c'est ce qui vous sauvera. J'ai posé le téléphone et je me suis versé un petit verre de vin, du genre qu'Arthur aimait en hiver, la couleur ambrée brillait clairement. Je l'ai levé et j'ai parlé dans le silence. Celui-ci est pour toi, Arthur. Tu disais toujours que j'avais une mémoire d'éléphant. Il s'avère que cette mémoire est ce qui m'empêche d'être effacée. Après avoir nettoyé, je suis allé à la porte pour vérifier la serrure, par vieille habitude. Cette fois, ma main s'est arrêtée à mi-chemin. J'ai souri et je l'ai laissé tomber. Plus besoin de vérifier. J'ai éteint les lumières du salon et j'ai laissé la petite lampe de bureau allumée. Sa lueur chaude tombait sur les boîtes de dossiers transparentes, comme les lumières d'une vieille vitrine d'exposition où les artefacts reposent en sécurité derrière une épaisse vitre. Seulement maintenant, l'artefact que je préservais n'était pas de l'argile ou du parchemin. C'était ma propre lucidité. J'ai marché dans le couloir et j'ai caressé du doigt notre photo de mariage.
Dessus, Arthur souriait, les yeux pleins de confiance en me regardant. Ne t'inquiète pas, ai-je murmuré. Personne ne réécrira plus mon histoire. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond. Pas de lumière de couloir, pas de réveil pour vérifier la serrure ou l'horloge. Le sommeil est venu doux comme une pièce instrumentale, et dans mon rêve, j'étais assise dans une vaste archive, des boîtes alignées autour de moi, chacune un souvenir gardé, chaque papier une brique dans le mur de la liberté. Après le message de félicitations de Marisol m'informant que j'avais maintenant 3 couches de défense parfaites, je n'ai pas célébré. Au contraire, je savais que la phase la plus dangereuse est lorsque l'autre partie sent qu'elle perd le contrôle. J'avais le sentiment qu'Étienne n'attendrait pas longtemps pour me tester. Le lendemain matin, j'étais debout de bonne heure. Le ciel de Valmont était d'un gris sourd, et un froid s'infiltrait par les cadres des fenêtres. J'ai tiré une chaise en bois sur la terrasse couverte, l'endroit habituel d'Étienne pour prendre ses appels quand il venait. Il ne discutait jamais de questions privées à l'intérieur, voulant toujours garder les choses calmes pour maman. Il s'est avéré que cette habitude serait le point faible parfait. J'ai ouvert la vieille boîte à outils d'Arthur et j'ai sorti un tournevis, du ruban adhésif d'électricien et un micro-espion que Marisol avait inclus dans le kit de preuve. Le micro était plus petit qu'un bouton de chemise et pouvait se connecter à mon téléphone via Bluetooth. Je l'ai glissé sous le pot de géranium rouge, juste au niveau de la balustrade de la terrasse où Étienne aime appuyer son coude quand il appelle. À cet angle, le micro était caché et parfaitement placé pour un son clair. J'ai vérifié le signal. La lumière a clignoté en bleu une fois et s'est éteinte. Le test est parvenu à mon oreillette. Des moineaux, le vent sur la terrasse, et même mon propre rythme cardiaque. J'ai souri. Parfait. J'ai mis en scène une nouvelle série de signes d'oubli. Juste assez pour baisser la garde d'Étienne, pas assez pour éveiller les soupçons. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé le couvercle du sucrier ouvert. Sur l'étagère, un carnet incliné avec quelques pages cornées. Je n'ai pas allumé le chauffage, même s'il ne faisait que quelques degrés au-dessus de zéro. Pour les étrangers, ces détails sont des symptômes, mais pour moi, ce sont des pièges visuels. À 10 heures, Étienne est arrivé, comme je m'y attendais. Il n'a pas frappé. Il a doucement ouvert la porte et a appelé « Maman, j'entre ». J'étais assise à la table de la salle à manger dans un pull épais, la vapeur s'échappant de mon thé. « Oh, Étienne, tu es en avance. » J'avais une course à faire à proximité et je suis passée. Je t'ai apporté quelques documents. J'ai jeté un coup d'œil au dossier en cuir brun qu'il a placé sur la table. L'étiquette indiquait « Les pains dorés, information d'admission ». Le simple fait de le lire m'a glacé. Il s'est assis en face de moi, la voix calme, comme si nous discutions des projets d'été. « Maman, nous voulons juste que tu sois en sécurité. Le personnel là-bas est de service 24 heures sur 24. Des chambres privées, un jardin thérapeutique, même un cours d'art. » J'ai feint l'hésitation. Ça a l'air bien, je suppose. Mais je vais bien, Étienne. Je sais. C'est juste pour être préparé. Tu sais, tu as été un peu oublieuse ces derniers temps. Il a souri légèrement, sa voix comme une brise. Je savais que derrière chaque préparé, se cachait un plan de tutelle entièrement rédigé. J'ai hoché la tête, j'ai pris la brochure et j'ai fait semblant d'être confuse. Pendant que je lisais, il s'est levé, a sorti son téléphone et est sorti sur la terrasse, pile au bon moment. Je suis restée calme, j'ai siroté mon thé et j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Le micro de la terrasse était déjà actif. La porte a cliqué doucement. Puis la voix d'Étienne a porté depuis la terrasse, chaque monette. Oui, Luc. J'ai apporté les documents à ma mère. Oui, je pense qu'elle perd pied. Il suffit de voir comment elle laisse traîner ses affaires partout. Une pause. D'accord. Déposer la demande d'évaluation urgente. Si nous agissons vite, nous pourrions obtenir une ordonnance temporaire la semaine prochaine. Chaque évaluation urgente tranchait comme une lame. Il a baissé la voix. Mode stratégie. Il suffit de citer l'article 425 du Code civil. La disposition sur la sauvegarde de justice. Je fournirai des preuves d'observation. Elle oublie sans cesse le nom du voisin. Manque des rendez-vous. C'est suffisant. Non, pas besoin d'un autre examen. Enregistrez-le simplement. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait régulièrement mais profondément. Chaque mot. Capacité. Tutelle temporaire. Preuve d'observation. Grattant comme du métal sur du verre. Le micro avait tout enregistré. Il a ri doucement. Bien, Luc. Je vous fais confiance. Préparez le dossier. Je signerai avant qu'il ne parte. La porte s'est ouverte.
Étienne est rentré alors que je tournais encore les pages de la brochure. C'était qui, mon chéri? Ai-je demandé nonchalamment. Oh, juste Luc, un collègue. Ne t'inquiète pas, il est bon. Ça avait l'air important. Non, maman. Juste de la paperasse de routine. Il a souri, a rangé le dossier et m'a embrassé sur le front. Repose-toi. D'accord? Je t'appellerai plus tard. La porte s'est fermée. J'ai entendu le moteur démarrer et s'éloigner. Seul le silence est resté. J'ai pris une longue inspiration et je suis sorti sur la terrasse. Le minuscule micro était bien calé derrière le pot de géranium. Je l'ai déconnecté, l'ai sorti et l'ai essuyé avec un chiffon. Aussi petit soit-il, il venait de capturer une conversation qui valait toute ma vie. Je l'ai branché sur l'ordinateur portable et j'ai téléchargé l'audio. Plus de 17 minutes, assez clair pour entendre la neige crisser sous les chaussures d'Étienne. Je l'ai réécouté, j'ai marqué des sections et j'ai noté les horodatages et les mots-clés. Capacité, 0 heure, 4 minutes et 11 secondes. Tutelle temporaire, 0 heure, 5 minutes et 27 secondes. Preuve d'observation, minuit 6 minutes 43 secondes. Je l'ai enregistré sous le nom Appel terrasse Étienne Luc Caron.mp3. Puis je l'ai copié sur la clé USB argentée et j'ai téléchargé une version cryptée sur le cloud. Vers 19 heures, Marisol est arrivée avec son ordinateur portable et un épais sac de dossiers. J'ai eu votre message. On dirait qu'il vient de nous livrer des preuves contre lui-même. J'ai hoché la tête. Le micro a tout capté. Elle a ouvert l'ordinateur portable et a écouté quelques extraits. Son visage est resté impassible, mais ses yeux ont brillé. Parfait. C'est la pièce manquante. Nous n'avons plus besoin de parler maintenant. Laissons les enregistrements parler. Nous nous sommes assises sous la lumière chaude. Marisol a extrait le fichier et a comparé chaque ligne avec la brochure qu'Étienne avait apportée. Elle a pointé les petits caractères sous « Évaluation préadmission ». Une évaluation de la capacité peut être demandée par un tuteur temporaire. Elle a dit doucement. Il n'essayait pas seulement de vous placer dans un établissement. Il se positionnait comme le tuteur légal avec un accès complet à vos actifs et à vos dossiers médicaux. J'ai écouté, silencieuse. Dans mon esprit, je voyais Étienne sur la terrasse, la voix stable, discutant de sa mère comme d'un cas administratif. Marisol a sorti un épais dossier à onglets de son sac, divisé en 4 sections codées par couleur. C'est le contre-dossier. Je le déposerai en personne demain avec un accusé de réception signé. Je l'ai examiné attentivement. 1. Révocation de la procuration, tamponnée du 15 décembre. 2. Testament mis à jour me nommant seule exécutrice, notarié. 3. Certification médicale du docteur Chevalier, original avec 2 témoins. 4. Avis invalidant tous les documents antérieurs, y compris tout ce qu'Étienne a pu déposer. Elle a dit, je le remettrai directement au bureau de Luc Caron et j'exigerai son accusé de réception signé. À partir de ce moment, toute autre action de leur part sera considérée comme une ingérence illégale. J'ai hoché la tête, sentant mes épaules s'alléger. Marisol, si je ne vous avais pas. Si vous ne m'aviez pas, vous vous en seriez quand même sortie, a-t-elle coupé en souriant. Je vous aide juste à parler le bon langage. La colonne vertébrale, c'est la vôtre. Nous avons écouté l'enregistrement une dernière fois. La dernière phrase d'Étienne résonnait clairement. Préparez le dossier. Je signerai avant qu'il ne parte. Marisol a appuyé sur pause et a dit, nous en ferons la première ligne de notre réponse. Sa frappe était si rapide que je pouvais à peine suivre. Les touches cliquetaient régulièrement avec le vent sifflant dehors. J'ai regardé ses mains, confiantes, précises, pas un seul mouvement gaspillé. Vers 22 heures, tout était prêt. Marisol a scellé le dossier dans une enveloppe épaisse et a écrit en rouge gras, remise en main propre, cabinet Leduc et associé. À l'attention de maître Luc Caron. Elle s'est levée et a mis son manteau. Demain à 9 heures, je serai devant lui, et je veux voir son visage quand il réalisera que tout a été enregistré. Je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'il dit, ai-je répondu. J'ai juste besoin qu'il sache que je suis toujours lucide. Elle a souri. Vous êtes plus que lucide, Hélène. Vous venez de construire une forteresse de papier, et il n'y a pas un mur qu'Étienne puisse escalader. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai regardé les lumières de la voiture s'estomper dans la nuit. La maison est redevenue silencieuse, ne laissant que le vent gratter la terrasse où ce petit micro avait été. J'ai éteint les lumières et je me suis assise seule. La brochure de la résidence Les Pins Dorés était toujours sur la table, des visages de personnes âgées souriant avec raideur sous un soleil imprimé. J'ai tracé une ligne sur les mots
on se sent comme à la maison. À la maison? Ai-je marmonné. Non, Étienne. Ma vraie maison est ici, et tu viens de la laisser parler pour moi. J'ai enregistré une dernière copie de l'audio, je l'ai jointe au dossier, appel terrasse noire, fichier final, et j'ai défini un nouveau mot de passe. Puis j'ai éteint l'ordinateur et j'ai regardé la pièce chaude et lumineuse, me sentant comme si je venais de fermer la porte d'un dossier. Je n'avais pas besoin de crier ou de m'angoisser. J'ai laissé le dossier parler. Et dans le monde du droit et des preuves, c'est une voix que personne ne peut ignorer. 2 jours après que Marisol ait déposé notre réponse, je me suis réveillée à un matin différent. Non pas parce que la neige s'était amincie, mais parce que la maison était si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge murale compter chaque battement. C'était comme l'air après un orage, quand on peut encore sentir l'électricité. Tout est immobile, mais on sait que quelque chose change au loin. Vers 9 heures, le téléphone fixe a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait Marisol Leduc. Sa voix était basse, un peu rauque par manque de sommeil. Hélène, bonne nouvelle. Luc Caron m'a appelé ce matin. Il se retire. Je suis restée figée, y croyant à moitié. Se retire? Vous voulez dire qu'il ne représente plus Étienne? Il a dit mot pour mot, je me retire de cette affaire pour des raisons personnelles et éthiques. Je suis restée silencieuse un moment, écoutant Marisol feuilleter des papiers. Ce n'est pas tout, a-t-elle dit. Il m'a envoyé une enveloppe en recommandé. À l'intérieur se trouve une copie complète de tout ce qu'Étienne a construit pendant 6 mois. Des projets de requête de tutelle, des échanges de mets, même un modèle pour les déclarations d'observation des voisins. Je suis en route pour vous l'apporter. Quand Marisol est arrivée, j'ai fait du café chaud et j'ai sorti 2 tasses. Elle n'a pas souri comme d'habitude. Elle a posé l'enveloppe, les yeux devenant sérieux. Ce ne sont pas seulement des preuves, Hélène. C'est une carte des 6 derniers mois de votre fils. Je l'ai ouverte. L'odeur familière de papier et de toner est montée. J'ai manipulé des milliers de documents historiques, mais aucune feuille ne m'a jamais paru aussi froide. La première page était l'email d'Étienne à Caron. Je suis préoccupée par le fait que ma mère montre des problèmes cognitifs. Elle oublie les factures et confond le nom du voisin. Je pense que nous avons besoin d'une évaluation médicale indépendante pour protéger les actifs familiaux. J'ai fixé les mots « protéger les actifs familiaux ». Poli, courtois et parfaitement impitoyable. Ensuite, il y avait le projet de requête. Sous preuve à l'appui, Étienne Listet, comportement répétitif, pose la même question dans une journée. Indicateur de négligence, laisse la porte déverrouillée, oublie une bouilloire sur le feu. Préoccupation des voisins, Madame Dubois aurait vu Hélène errer dans le jardin. J'ai esquissé un sourire. Hélène Dubois, l'octogénaire qui a glissé sur mes marches et que j'ai pensé avant d'appeler une ambulance. Maintenant, elle était un témoin. Marisol a tourné les pages. Regardez cette partie. C'était une note de service interne de Caron à Étienne suggérant une stratégie douce. Créer une image sympathique. Utiliser la femme, Noémie, comme un pont. Centrer chaque conversation sur la sécurité, prendre soin de maman, se souvenir à quel point elle était en bonne santé autrefois. Introduire progressivement le concept de soins de longue durée. Éviter le terme brutal, tutelle, jusqu'à la dernière étape. J'ai eu l'impression que la pièce se vidait lentement de son air. Ces mots, je les avais déjà entendus. C'étaient les répliques de Noémie lors des dîners et des après-midi tranquilles à mes côtés, sa voix douce. « Maman, nous voulons juste que tu sois en sécurité. Les pins dorés ont du yoga doux. Un médecin de nuit. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. » Chaque phrase, chaque cadence, exactement comme rédigé ici. J'ai baissé les yeux vers la fin, où Caron avait souligné « Le langage doit être doux et familier, évitant la confrontation. » Orienté progressivement vers l'évaluation de la capacité. J'ai posé le papier, sentant ma gorge se serrer. Marisol, vous voyez? Même les lignes qui sonnent attentionnées sont un script. Je le vois, a-t-elle dit, sa voix froide comme l'acier. Et Caron, l'homme qui a écrit ce script, vient de se retirer de la distribution. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une courte note manuscrite de Luc Caron. Les lettres légèrement tremblantes, l'encre d'un bleu pâle. Madame Mercier, je sais qu'Arthur m'a sauvé de la perte de mon emploi en 1991. Il m'a donné une chance quand personne d'autre ne le voulait. Je lui dois une dette. Quand j'ai pris cette affaire, je ne réalisais pas que la personne évaluée pour sa capacité était sa femme. J'ai fait une erreur. Veuillez accepter ceci comme des excuses et comme mon retrait. 6 juin des copies complètes du dossier. Je ne prendrai aucune autre mesure légale liée à Étienne Mercier.
Respectueusement, Luc Caron. J'ai fini de lire et je ne pouvais plus parler. Marisol est restée silencieuse, me laissant le temps d'avaler chaque mot. Une partie de moi voulait être en colère, crier que Caron se lavait simplement les mains parce qu'il était en train de perdre. Mais une autre partie comprenait que les fissures chez une personne ne se montrent parfois que lorsque la lumière frappe juste. Et cette lumière, assez étrangement, venait d'un souvenir d'Arthur. J'ai plié la lettre et l'ai posée à côté de la note qu'Arthur m'avait écrite dans le testament. Ne pas accorder la pleine autorité à notre fils sans une évaluation indépendante. 2 morceaux de papier, 2 hommes. L'un qui avait essayé de m'effacer de ma propre vie, et l'autre qui, même parti, avait réussi à ramener la vérité à la lumière. Marisol a rapproché son ordinateur portable et a rédigé un avertissement formel à Étienne. Sa voix était égale et ferme. Je vais envoyer ça par email et par courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai jeté un coup d'œil à l'objet. Objet, mise en demeure, risque d'abus de faiblesse en vertu de l'article 223-15-2 du Code pénal. En dessous se trouvait un paragraphe clair et concis. Toute action, directe ou indirecte, visant à réinitier une requête de tutelle ou à recueillir des preuves hors du cadre du consentement sera traitée comme un abus de faiblesse. Tous les documents ont été déposés auprès du tribunal d'instance de Valmont-sur-Saône avec horodatage. Toute autre démarche sera traitée comme une conduite criminelle. Marisol a signé et a cliqué sur envoyer. Le son d'un message envoyé a retenti aussi final qu'un coup de marteau de juge. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre, a-t-elle dit. Mais pas le genre d'attente passive. C'est une attente active. Le dossier fait le travail pour vous. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Je n'ai plus peur du silence. Cet après-midi-là, la neige est retombée. J'ai débarrassé la table et empilé les documents soigneusement. Dans la lumière tamisée, l'enveloppe de Caron et la note d'Arthur reposaient côte à côte. Je ne savais pas si je devais appeler cela une victoire ou simplement la justice qui montrait son visage. Mais je savais ceci, j'étais stable. Pas à cause du pouvoir d'un avocat ou d'une technologie sophistiquée, mais parce que j'avais cessé de croire qu'être mère signifiait tout encaisser pour toujours. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. 22 décembre, Maître Caron s'est retiré. Le dossier est scellé. Le mur est construit. J'ai fermé le carnet et j'ai pris une profonde inspiration. Les tremblements initiaux avaient disparu. Ce qui restait était le calme de quelqu'un qui sait qu'elle a fait ce qu'il fallait. À la tombée de la nuit, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé la neige s'épaissir sur les toits des voisins. La lumière se reflétait sur la glace en une longue et fine strie, comme une fissure sur du verre. Mais toutes les fissures ne sont pas à craindre. Certaines fissures apparaissent pour que la lumière puisse passer. J'ai murmuré, comme pour Arthur et pour moi-même. Je n'ai pas gagné. Mais j'ai tenu bon. Et c'est suffisant. L'attente passive s'est arrêtée là. À partir de ce moment, je n'étais plus la mère qui attendait d'entendre « je suis désolée ». J'étais la gardienne légale de moi-même. Le lendemain après-midi, alors que la moitié de la neige avait fondu, j'essuyais la vieille armoire en bois quand j'ai entendu le bruit familier d'un moteur devant le portail. Pas de klaxon, pas d'avertissement, juste une portière de voiture qui claque, dure et définitive. J'ai su tout de suite, Étienne. Il est entré dans la maison sans son assurance habituelle. Manteau encore sur le dos, un dossier serré sous le bras, les doigts rigides comme s'il tenait quelque chose qui pouvait se briser. J'ai reconnu cette posture. C'était exactement l'allure d'Arthur quand il a signé le dernier contrat de sa vie, réalisant qu'il avait été trahi par la personne en qui il avait confiance. Maman. Sa voix était basse et rauque, dépouillée de sa douceur. J'ai posé le chiffon et je me suis versé une tasse chaude de cidre aux épices, l'odeur de cannelle se mêlant aux chaînes de la cuisine, évoquant de vieux Noël. J'ai versé une deuxième tasse et je l'ai glissée vers lui. Assieds-toi, Étienne. Par ce froid, prends quelque chose de chaud. Il est resté debout quelques instants, puis s'est assis à contre-cœur, serrant toujours le dossier. J'ai posé la tasse devant lui, puis j'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti 4 dossiers que Marisol m'avait aidé à préparer. Je les ai placés délicatement sur la table, comme si je disposais des pièces à conviction lors d'un procès. 1. Révocation de la procuration, notariée. 2. Testament mis à jour me nommant seule exécutrice. 3. Certification de capacité signée par le docteur Antoine Chevalier avec 2 témoins. 4. Déclaration sur l'honneur confirmant que tous les dépôts ont été effectués et vérifiés. Je n'ai pas tourné autour du pot. Étienne, je sais ce que tu veux demander. Avant de parler, tu dois comprendre que tout ce que tu vois ici est ma décision légale. Personne ne peut la remplacer. Il a baissé les yeux sur les dossiers et est resté silencieux.
Ses épaules étaient bloquées, ses yeux parcouraient la pièce comme s'il cherchait des signes de qui m'avait aidé. Noémie, Marisol, quelqu'un. Mais je suis restée assise, les doigts croisés, calme. Maman. Sa voix était rauque, comme s'il voulait argumenter, puis s'est arrêté. J'ai croisé le regard de mon fils. Étienne, je sais ce que tu penses. Tu crois que quelqu'un m'a monté contre toi, n'est-ce pas? Mais tu oublies quelque chose. Avant d'être ta mère, j'étais une gardienne de preuves. Mon travail est de garder la vérité intacte, peu importe qui essaie de la modifier. Cette fois, je fais juste mon travail. L'air dans la pièce était épais et assez calme pour entendre l'horloge. Il a jeté un coup d'œil dans le couloir, vers la cuisine, vers le coin où je garde mon carnet. Peut-être qu'il cherchait l'autre main en jeu, mais il n'y avait rien d'autre que ce que j'avais soigneusement arrangé. Maman, je ne mens plus. J'ai coupé, doucement mais fermement. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatiguée de ta performance. Il a froncé les sourcils. Tu penses que je joue la comédie? J'ai levé la tasse et je l'ai tournée légèrement. Si ce n'était pas le cas, pourquoi y avait-il un projet de requête prêt? Pourquoi le mot « préoccupation » dans ton email correspond-il mot pour mot à la formulation de Noémie? Pourquoi quelqu'un à qui j'ai appris à écrire son nom essaierait-il maintenant de signer pour m'enlever mes droits? Il n'a pas répondu. Ses yeux sont tombés sur le plancher. Sa main tremblait un peu sur le dossier. Maman, a-t-il dit doucement. Je pensais que je te protégeais. J'ai souri tristement. Me protéger en m'enfermant. Un long silence s'est étiré. Je l'ai laissé faire. Parfois, le silence est le miroir le plus clair. J'ai parlé à nouveau, d'une voix stable, comme si je lisais un procès-verbal. Mon silence ces derniers mois n'était pas de la faiblesse, Étienne. C'était de l'observation. J'ai écouté, j'ai enregistré, et j'ai tout gardé. Et je comprends ceci. Quand quelqu'un a peur de perdre le contrôle, il transforme une autre personne en celle qui est incompétente, juste pour se sentir en sécurité. Il a levé les yeux, les lèvres s'entr'ouvrant pour objecter, mais mon regard l'a retenu. J'ai versé un peu plus de cidre et j'ai de nouveau poussé la tasse vers lui. Tu es toujours mon fils, mais je ne signerai plus rien avec ton nom sur la ligne du représentant. À partir d'aujourd'hui, chaque décision, maison, compte, dossiers médicaux, portera ma signature. J'ai glissé la certification du docteur Chevalier plus près. Le médecin confirme que je suis pleinement compétente. Tu peux l'appeler. Il te dira exactement ceci. Elle se souvient des petites histoires de sa vie mieux que je ne me souviens de mes ordonnances. Il a regardé la signature et le sceau, puis m'a regardé. As-tu fait tout ça juste pour me battre? Non, ai-je dit doucement. Je l'ai fait pour tenir bon. Étienne n'a pas répondu. Il a ouvert son dossier et a sorti quelques papiers, de vieilles copies, probablement un projet de requête de tutelle à moitié rédigé. Il a feuilleté un moment, puis l'a refermé. Sa main est tombée, ses yeux se posant sur la couverture du Nouveau Testament. Maman, je ne sais pas ce que Noémie t'a dit. Mais j'ai levé une main, l'arrêtant. Ce n'était pas Noémie. Je l'ai découvert moi-même. Tu me suivais. Non, tu as laissé une trace. Je l'ai dit sans méchanceté, simplement comme un fait. Il savait que je ne mentais pas. Après un long moment, Étienne s'est levé. Pas de claquement, pas de cri, pas d'argument. Il a plié le dossier qu'il avait apporté et l'a reposé sur la table, juste à côté de la procuration révoquée. Il ne l'a pas froissé, ne l'a pas déchiré, ne l'a pas jeté, il l'a juste laissé là. Je ne l'ai pas arrêté. Nous nous sommes regardés une dernière fois, le regard de deux personnes qui partageaient autrefois le même sang, admettant maintenant en silence que quelque chose entre eux s'était brisé. Il s'est détourné. Quand la porte s'est ouverte, un air froid s'est engouffré, transportant la neige et le son de pas qui s'estompaient. Je suis restée où j'étais. Le cidre fumait devant moi. Je me suis penchée et j'ai éteint le minuscule enregistreur caché sous le cendrier. La lumière rouge s'est éteinte. Sur l'écran, une sauvegarde automatique a clignoté, conversation copie propre. J'ai réécouté la fin pour confirmer que tout avait été capturé. Ma voix était calme, claire, jamais plus forte que nécessaire. La voix d'Étienne, quand elle s'est tue, sonnait comme l'intervalle entre deux respirations. J'ai enregistré le fichier sous « confrontation finale », puis je me suis levée, j'ai débarrassé les tasses et j'ai rangé les papiers dans une boîte. Cette nuit-là, la neige a cessé. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la terrasse où le micro avait été autrefois la scène de complot et de conversation. Seul le vent déplaçait, maintenant, les pots de géranium. J'ai éteint toutes les lumières sauf celle de mon bureau. Dans un rêve brumeux, je me suis vue dans une pièce lumineuse, des boîtes soigneusement étiquetées,
des registres propres, des fenêtres ouvertes, pas d'ombre dans le couloir, pas de souffle sur mon cou. Juste moi, assise dans cette pièce, une main sur le testament, et un sentiment simple et profond qui se répandait. Le droit de décider était revenu à son propriétaire, et pour moi, c'était suffisant. Une semaine après cette conversation finale avec Étienne, ma maison a trouvé un nouveau rythme, plus tendu, pas encore tout à fait paisible. Dans cet entre-deux, quelqu'un de nouveau est arrivé, apportant un souffle de jeunesse et la précision de l'ère numérique. Elle s'appelait Eva Leduc, la nièce de Marisol, en dernière année d'études en sciences de l'information et de l'archivistique à l'université de Dijon. Marisol m'a appelé un lundi matin, sa voix légère comme si elle suggérait quelque chose de simple. Madame Hélène, ma nièce cherche un stage d'hiver. Elle étudie les archives, et vous avez un trésor de données qui a besoin de sécurité et d'ordre. Gagnant-gagnant. J'ai ri. Vous sonnez à la bonne porte. J'ai vécu toute ma vie parmi les dossiers et les sceaux. Parfait. Laissez-la rester quelques semaines. Elle vous aidera et apprendra ce que les manuels n'enseignent pas. Cet après-midi-là, Eva est arrivée. Une jeune fille mince aux cheveux bruns foncés, des lunettes rondes, un manteau matelassé gris. Elle portait 2 sacs d'ordinateur et une petite boîte étiquetée « Disques externes, confidentiels ». Ses yeux étaient vifs, un peu timides, mais sa voix était assurée. « Je m'appelle Eva. Merci de me laisser rester. Tante Marisol a dit de vous appeler Madame Mercier, mais si ça ne vous dérange pas, je préférerais dire Madame Hélène. » J'ai souri. Juste Hélène. Pas de formalité ici. À partir du jour où Eva s'est installée dans la chambre à l'étage, la maison a changé de respiration. Le matin, au lieu de la vieille radio, j'entendais des clics de clavier depuis le bureau. Elle a installé une sécurité de niveau universitaire. 3 couches de cryptage, un serveur local et une convention de nommage standardisée pour tout. Je m'asseyais à proximité, regardant et me réchauffant intérieurement, comme si je voyais un premier étudiant étiqueter soigneusement des boîtes dans un musée. Eva a penché la tête et a demandé « Dois-je utiliser la convention ISO ou la garder courte comme vous le faites ?» Par exemple, 2025 CAS Mercier preuve 1.pdf ou Mercier F1. Utilisez l'ISO, ai-je dit. Les dates sont la preuve silencieuse de la continuité. L'ordre ne ment pas, elle a souri. J'adore comment vous dites ça. L'ordre ne ment pas. Je pourrais l'emprunter pour mon mémoire. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri. Dans sa voix, j'entendais une énergie que j'avais perdue, une croyance que si les choses sont mises à leur juste place, le monde peut être plus bienveillant. À midi, Eva avait réorganisé le bureau, ajouté 2 grands moniteurs et connecté les disques durs. Elle a imprimé des étiquettes de couleurs pour les dossiers, juridiques, médicales, personnels, preuves multimédia. Chaque dossier portait un journal des modifications, une petite feuille notant qui avait édité, quand et pourquoi. Hélène, a-t-elle demandé. Puis-je numériser vos carnets papier? Je ne changerai rien. Juste les scanners en PDF consultables. J'ai levé les yeux et j'ai réfléchi un instant. Fais-le, mais garde les originaux. La vraie mémoire a sa propre odeur. On ne peut pas compresser ça. Eva a hoché la tête énergiquement. À l'université, ils enseignent que la physique du papier fait partie du contexte. J'aime votre façon de le dire. La vraie mémoire a sa propre odeur. L'après-midi, le bourdonnement du scanner et les frappes de clavier se sont fondus en un rythme facile, comme une musique de fond pour une maison qui n'avait connu que l'horloge depuis trop longtemps. Quand Eva imprimait des étiquettes, la cadence de la petite imprimante me rappelait la vieille machine à écrire d'Arthur dans les années 1980, quand il écrivait sa thèse. J'ai regardé ses petites mains voler et j'ai soudain vu la silhouette d'Arthur en surimpression, lui, près de la fenêtre, tapant avec ses 10 doigts, murmurant des lignes sur l'histoire et le temps. Pendant un instant, j'ai réalisé que ce que j'avais perdu était revenu sous une forme différente. Au dîner, Eva a mangé avec moi à la table de la cuisine. J'ai fait une potée de pommes de terre. Elle a apporté du pain à l'ail. Au milieu du repas, le téléphone de la maison a sonné. Étienne Mercier s'est allumé sur l'écran. J'ai regardé la lueur et je n'ai rien dit. Eva s'est arrêtée, la cuillère en l'air. Voulez-vous que je... Non. Laisse sonner. La sonnerie s'est étirée et s'est éteinte. Un instant plus tard, la messagerie vocale a clignoté. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je n'en avais pas besoin. Tante Marisol dit, a murmuré Eva, que lorsque quelqu'un essaie de contrôler votre histoire, la meilleure chose à faire est de ne pas réagir trop vite. Elle a raison, ai-je dit. Le silence est aussi une réponse. Le lendemain, Eva m'a entraînée dans le garage. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des années.
De vieilles boîtes, les affaires d'Arthur, des souvenirs, des lettres jaunies. Je veux les étiqueter. Chaque boîte mérite un nom, a-t-elle dit, excitée. Pas peur de la poussière. La poussière est aussi une preuve, Madame Hélène. Nous avons toutes les deux ri. 2 femmes, 2 générations, assises au milieu des odeurs de vieux bois et de la faible lumière d'une ampoule nue. Eva a écrit des étiquettes. Recherche d'Arthur, lettres de famille, voyage 1989. Elle a demandé chaque détail. Quel papier Arthur aimait, quelle encre, comment il classait. Je lui ai raconté, ma voix plus légère sans que je le sache. Il utilisait toujours de l'encre bleu pâle, disait que l'encre plus foncée cachait la tristesse des mots. C'est triste et beau, a murmuré Eva, les yeux brillants. Au crépuscule, le garage était moins chaotique. Les boîtes avaient maintenant des noms et se tenaient en rangée droite. Eva a épousseté ses mains et a souri. Vous voyez, quand les choses sont appelées par leur vrai nom, elles s'alignent d'elles-mêmes. Et quand le cœur d'une personne est appelé par son vrai nom, ai-je dit doucement, il s'apaise aussi. Cette nuit-là, la maison n'était pas aussi silencieuse. Le rythme de la frappe d'Eva à l'étage se mêlait au tournoiement de pages et au vent qui frôlait la fenêtre. Chaque petit son donnait à la maison l'impression de respirer à nouveau. Dans la cuisine, une tache de thé séchait sur la table. Autrefois, je l'aurais essuyée immédiatement. Maintenant, je l'ai laissée. Sur le sol, quelques chutes d'étiquettes attendaient d'être balayées. La maison n'était pas immaculée, mais elle était vivante. Eva s'est assise sur les escaliers et a souri. Vous savez, j'ai lu une ligne de journal que vous avez écrite il y a des années. La maison est aussi silencieuse qu'un musée. Maintenant, je pense que votre musée a des visiteurs. J'ai ri, et pour la première fois depuis des mois, cela n'a pas semblé forcé. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon journal. Une page fraîche. Le papier sentait légèrement le pain. J'ai utilisé de l'encre bleue, la couleur qu'Arthur aimait. 29 décembre. Eva est arrivée. La maison n'est plus silencieuse. Moi non plus. Il y a le bruit des touches, l'odeur du thé, des grains de poussière flottant dans la lumière. Quelqu'un me demande mon avis sur les règles de nommage. Quelqu'un rit entre le vrombissement d'un ventilateur. Et je réalise que vivre, ce n'est pas seulement protéger des fichiers de la suppression. Vivre, c'est laisser des empreintes digitales sur la table, la tasse, le papier, pour prouver que nous avons touché cette vie. J'ai posé le stylo et j'ai fermé le journal. La lumière de la chambre d'Eva passait sous sa porte. Le tapotement régulier ressemblait à la machine à écrire d'Arthur, jouée par des mains différentes à une autre époque. J'ai murmuré, presque une prière. Merci, Eva. Et merci, Arthur. Grâce à vous, j'apprends encore à continuer. La maison reposait dans une lumière chaude, un peu bruyante, un peu en désordre, pleine de présence humaine. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de garder une archive. Je vivais dedans, où chaque document, chaque voix et chaque souffle se fondaient dans la seule preuve qui compte. Je suis toujours là. Le jeudi matin, mon téléphone a sonné. Un SMS de Noémie, la belle-fille qui avait dit un jour si gentiment, « Tu as juste besoin de te reposer. » Maman, je suis désolée pour tout. Je veux juste parler une fois pour éclaircir les malentendus. Nous ne voulions vraiment que ce qui était le mieux pour toi. Je l'ai lu et relu, ressentant à la fois de l'ironie et de la tristesse. Ce qui est le mieux? La phrase que les gens utilisent quand ils essaient de contrôler quelqu'un. Mais je n'ai pas refusé. Je savais que je devais les voir, non pas par vengeance, mais pour tourner la page. J'ai répondu brièvement. 15 heures. Le vieux café de la rue de l'Érable. Ils ont des caméras. C'est moi qui invite. Ce café était l'endroit où j'emmenais Étienne chaque fois qu'il s'écorchait un genou ou échouait à l'école. Nous nous asseyions à la deuxième banquette, près de la fenêtre. Je lui commandais des tartines et de la glace à la vanille. Maintenant, je le choisissais à nouveau comme un rappel. Aucun passé n'est effacé. Les gens essaient juste d'oublier. À 14h50, je suis arrivée la première et j'ai pris l'ancienne place. La fenêtre avait encore un film de givre, la lumière du soleil glissant sur la table en une bande brillante. J'ai commandé un café noir et j'ai posé ma main sur mon sac à main. À l'intérieur, une clé USB et une copie de la vieille promesse. Quand Noémie est entrée, elle portait un manteau en tricot léger, les cheveux tirés en arrière, l'inquiétude vacillant dans ses yeux sous un sourire étudié. « Maman. Assieds-toi, Noémie. » Étienne a suivi, silencieux. Il ne m'a pas regardé, il a juste tiré une chaise. Personne n'a commandé autre chose. Le temps dans le café semblait s'être arrêté. Noémie a commencé, la voix douce,
essayant d'être honnête. Maman, vraiment, nous voulions juste nous assurer que tout était en sécurité. Tu vis seule. Ta santé est instable. Nous avions peur que s'il arrivait quelque chose. J'ai coupé, pas brusquement. J'ai juste penché la tête légèrement. En sécurité pour qui, Noémie? Pour moi? Ou pour mon compte de retraite? Elle a tressailli, puis a rapidement retrouvé son sang-froid. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est juste que Maître Caron a dit que si nous terminions la paperasse tôt, alors. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. J'ai vu les épaules d'Étienne se tendre, mais Noémie avait déjà glissé. Alors quoi? Ai-je demandé lentement. Alors il y aurait une aide du fonds de soutien aux personnes âgées. Une partie des frais est remboursée si la personne sous tutelle a des actifs personnels. Les mots sont tombés comme une pierre. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. Un bonus pour avoir terminé tôt. C'est ainsi qu'ils appelaient le fait de dépouiller une personne vivante et lucide de son autonomie. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas frappé la table ni versé une larme. Je les ai juste regardés comme s'ils étaient deux personnages dans un dossier que je venais de fermer. Merci de dire la vérité, ai-je dit d'une voix égale. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'ai pris mon portefeuille, j'ai laissé de l'argent pour l'addition et je me suis levée. Noémie a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé d'un demi-pas, doux. Final. N'appelez pas ça de la piété filiale. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un tout en rédigeant un plan pour lui prendre ses droits. Puis je suis sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Des chaises ont grincé derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée. Dehors, le vent froid m'a giflé le visage. Le genre de froid qui vous réveille. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Marisol. Elle a écouté en silence, les yeux lointains, puis a dit « Madame Hélène, je pense que nous devrions leur donner une chance d'arrêter. S'ils s'excusent et mettent fin à toute démarche légale, nous ne les poursuivrons pas. Parce qu'au final, votre objectif n'est pas de gagner. » J'ai hoché la tête. C'est vrai, l'objectif est de vivre en paix dans ma propre maison. Marisol a rédigé une proposition de règlement. Si Étienne et Noémie signent un engagement à cesser tous les efforts de mise sous tutelle, s'excusent par écrit et s'abstiennent de toute ingérence financière future, vous ne déposerez pas de plainte. Nous déposerons le procès-verbal au tribunal pour mémoire, mais pas publiquement. 3 jours plus tard, Caron a envoyé une lettre. Pas d'Étienne. De lui, l'ancien avocat. Madame Mercier. Je mets fin par la présente à toute représentation d'Étienne Mercier et de Noémie Mercier. Je leur ai conseillé de se retirer et d'accepter la réconciliation. Je vous demande de considérer la clôture de cette affaire avec la générosité que j'ai vue autrefois chez votre mari. J'ai lu la lettre, je l'ai posée sur la table et j'ai ressenti une étrange légèreté, comme quand une vieille porte se referme après une rafale de vent. Cet après-midi-là, la réunion de règlement a eu lieu dans le petit bureau de Marisol. La pièce était lumineuse, simple, avec des murs de couleur crème. Noémie était assise en face de moi, les yeux rouges, silencieuse. Étienne à côté d'elle, les mains serrées, l'air fatigué. Marisol a lu chaque clause à voix haute, claire et précise. Clause 3. Les répondants s'engagent à ne pas initier ou aider à toute action légale, financière ou médicale liée à la représentation de Madame Hélène Mercier sans son consentement écrit. J'ai regardé Étienne. Il gardait la tête baissée, ne disait rien. Clause finale, a poursuivi Marisol. Les répondants reconnaissent leur excès de zèle. S'engagent à respecter les décisions personnelles de Madame Mercier et signent pour confirmer. Les stylos ont touché le papier. Le son était petit, mais il a résonné en moi comme une cadence finale. Noémie a signé la première, puis Étienne. Il a levé les yeux un instant, prêt à parler, mais mon regard l'a maintenu silencieux. Plus de colère, juste de la fatigue avec une trace de pitié. J'ai compris. La peur de la perte, du manque, de ne pas être aimé, les avait conduits à la cruauté. J'ai signé en dernier, légèrement, de manière décisive. Fait, a dit Marisol, fermant le dossier et tamponnant la confirmation. Noémie s'est levée, a incliné la tête et a murmuré « Je suis désolée, maman ». J'ai répondu « Je vous ai entendu ». Pas de câlin, pas de larmes, seulement le silence, le genre sans ressentiment et sans attente. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Eva étiquetait les dernières boîtes dans le garage. Elle a levé les yeux et a souri. « Tout est réglé, madame ? Tout va bien ?» J'ai souri. J'ai posé mon sac. « Ça va. Le dossier est clos. » Je suis montée dans mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort. J'ai changé le code. 3 nouveaux chiffres sans lien avec l'anniversaire de personne.
J'ai sorti le Nouveau Testament et j'ai ajouté une dernière ligne sous exécuteur testamentaire. Exécuteur, fonds de bourse pour les femmes du département, désigné par Hélène Mercier. Je ne voulais pas que ma succession devienne un outil de dispute. Je voulais qu'elle devienne une opportunité pour des filles comme j'étais autrefois, prise entre un rêve et un devoir. Quand j'ai eu fini, je l'ai scellé, signé et daté. 14 janvier, révision finale, aucune autre modification. J'ai fermé le coffre-fort, je me suis assise et j'ai respiré lentement. Pas de sentiment de triomphe, pas de joie, juste le calme de quelqu'un qui a restauré son droit d'être laissé en paix. Eva a apporté 2 tasses de thé. Une légère odeur de fleurs d'oranger flottait dans l'air. Madame, c'est vraiment fini maintenant. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que ça ne s'est pas terminé par des cris. Ça s'est terminé par des signatures. Elle a souri, posant la tasse à côté de moi. Une fin pacifique est aussi une victoire, Madame Hélène. J'ai regardé le thé, la vapeur embuant légèrement la tasse, et j'ai dit doucement, peut-être, mais ce que j'apprécie plus que la victoire, c'est que je n'ai plus à prouver que j'ai une bonne mémoire. J'ai juste besoin de vivre comme quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance. Eva a hoché la tête. Dehors, le vent du début du printemps frôlait. Les érables près de la terrasse. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne ressemblait pas à une forteresse. Elle ressemblait à un foyer. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. Laisse-les parler en premier, puis regarde la vérité se redresser d'elle-même. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai fermé le livre. J'ai eu l'impression de compléter un dossier gardé toute une vie. Plus rien à ajouter, plus rien à cacher. À midi, Eva a frappé à la porte, le visage radieux, les yeux un peu roses. Madame, je viens de recevoir un email de l'université. Ils ont approuvé mon mémoire sur la préservation des archives personnelles dans les familles privées. Je vais utiliser votre système comme étude de cas. J'ai ri et je l'ai serré longuement dans mes bras. Bien, Eva. Cette maison est peut-être petite, mais elle contient plus que tu ne le penses. Elle a souri doucement. Quand ce semestre se terminera, je reviendrai pour finir l'instrument de recherche pour la collection de la famille Mercier. Je vous le promets. Je t'attendrai. Je l'ai regardé ranger son ordinateur portable, pliant chaque câble avec soin. La pièce est devenue silencieuse, mais c'était le genre de silence avec un battement de cœur. Je savais qu'une partie de mon histoire avait voyagé au-delà de ces murs, dans des livres, des salles de classe, et peut-être dans la vie de quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré. Vers le soir, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti 2 enveloppes. L'une était la lettre de Luc Caron, l'homme qui avait failli me transformer en cas, mais qui s'était retiré en silence. L'autre était la note manuscrite d'Arthur, l'encre encore légèrement bleue. Si le jour vient où notre fils te fait douter de toi, souviens-toi que tu vois plus clairement que tu ne le crois. Je les ai posés côte à côte, je les ai noués avec un vieux ruban et je les ai placés dans une boîte en bois. J'ai murmuré, 2 leçons, une sur les gens, une sur la lumière. Puis j'ai fermé la boîte et je l'ai mise sur l'étagère la plus haute, non pas pour la cacher, mais pour me rappeler qu'une fois la vérité éclairée, elle n'a pas besoin d'être gardée. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que beaucoup trouveraient difficile. J'ai invité Étienne à dîner. Je n'ai pas envoyé de SMS à Noémie. J'ai envoyé à mon fils une seule ligne. Je cuisine ton plat préféré. Si tu es libre, passe ce soir. Il est arrivé tard, avec une bouteille de vin bon marché, ne disant pas grand-chose. Je l'ai accueilli avec un sourire doux. Sur la table, j'avais mis 2 cuillères en argent propre, brillantes et polies. Aucune mention du passé, pas de tribunal, pas d'accord. J'ai juste versé du cidre chaud et j'ai raconté une petite histoire. Une fois, tu m'as demandé pourquoi je travaillais au musée. J'ai dit, parce que je ne veux pas que la vérité soit oubliée. Maintenant, je comprends autre chose. Parfois, la vérité a besoin de pardon pour reposer en paix. Étienne était silencieux. Il a fixé sa tasse, sa main se resserrant et se relâchant. Je n'avais pas besoin d'excuses. Ce silence suffisait. Nous avons mangé et parlé du temps, des nouveaux voisins. Le dîner s'est déroulé lentement, légèrement, sans amertume. À la porte, avant qu'il ne parte, Étienne a dit doucement. « Merci de me laisser encore entrer dans la maison. » J'ai répondu d'un souffle léger. Cette porte n'a jamais été fermée à clé, Étienne. J'avais juste besoin de temps pour tenir la clé. Il a hoché la tête, n'a rien dit de plus. Quand sa voiture a glissé devant les érables, j'ai fermé la porte, non pas pour l'exclure, mais pour empêcher le vent nocturne d'entrer. Je me suis assise à la table et j'ai versé une autre tasse de thé. La lumière de la terrasse scintillait à travers la fenêtre, stable et chaude. En moi,
Il y avait un calme, différent de ses premiers jours, pas un silence de peur, mais la paix de quelqu'un qui a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai pensé à eux tous, Arthur, Caron, Marisol, Eva et Étienne. Chacun une tuile dans la plus grande mosaïque, celle que je craignais autrefois de ne jamais voir complète. Maintenant, je savais qu'il n'avait jamais rien manqué. Il fallait juste du temps pour que je la voie clairement. J'ai ouvert mon journal une dernière fois et j'ai écrit quelques lignes finales. Si quelqu'un vous a déjà fait douter de vous, souvenez-vous que la dignité n'a pas besoin de permission. S'il vous traite de faible, laissez le temps montrer que vous vous prépariez simplement à vous tenir plus fermement. Et si jamais vous vous sentez seul, souvenez-vous que la vérité a sa propre force, et qu'elle se lèvera quand son heure sera venue. J'ai posé le stylo et j'ai fermé le livre, le dos cliquant doucement, un petit son décisif comme le saut final dans la vie d'une archiviste. Dehors, le ciel devenait bleu pâle. Eva m'a envoyé un SMS depuis le campus. Madame, quand je soumettrai mon mémoire, j'écrirai, dédié à Hélène Mercier, qui m'a appris que l'ordre n'est pas le silence. J'ai éclaté de rire, le cœur aussi léger qu'une page fraîchement signée. J'ai éteint la lumière, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé entrer l'air de la nuit, écoutant le doux bourdonnement des insectes dans le jardin. La vie n'a jamais été facile, mais au moins maintenant, je la vis à ma façon, dans ma maison, avec mes souvenirs, et même avec les erreurs que j'ai pardonnées. Et si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être que vous connaissez aussi ce sentiment. Quand quelqu'un doute de vous, dénigre votre voix, ou vous fait vous demander si vous êtes encore digne de confiance. Je veux juste vous dire que la dignité n'a pas besoin de permission. La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, il suffit de se lever et de garder sa petite vérité, et la lumière sera suffisante pour remplir la pièce. Si cette histoire vous a touché, dites-moi de quelle ville vous écoutez. Chaque commentaire me rappelle que je ne suis pas seule. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner ou à suivre la prochaine histoire. Je serai là avec vous, lors de soirées calmes comme celle-ci.